Je parlais du ramassage du service des ordures ménagères. Désormais, ce service ne sera plus gratuit. À compter du 1er janvier 2025, la SGDS va facturer les différents abonnés dans plusieurs villes du pays, notamment dans les villes du Grand Nokoué, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Semepoji, Abomey, Calavi. Ça va être certainement en phase pilote et les prestations, les prix vont varier entre 3 000 francs et 30 000 francs CFA. Du coup, depuis quelques jours, il y a des polémiques, il y a des commentaires. Est-ce qu'on va encore débourser pour cette affaire d'ordures ménagères quand on sait que la vie est très difficile au Bénin actuellement? Monsieur Maurice Guédenon? Wilfried Awassou, le service ne serait être gratuit jusqu'à la fin. Donc, mais c'est pas facile, hein, déjà. Oui, c'est pas facile, mais vous savez, à un moment donné, nous Béninois, on doit comprendre que pour permettre à ceux qui font ces ramassages-là, pour que les services continuent, il faut commencer par payer. Mais ce qui m'a paru un peu, je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en 2021, en décembre 2021, l'ex-directeur général de la même société disait que l'année qui va suivre, les Béninois vont commencer par payer et on va faire le prélèvement sur les factures d'électricité et d'eau. Mais est-ce qu'en temps, cela n'a pas été fait? On ne nous a pas dit que cela avait été fait ou ça n'avait pas été fait. On ne sait pas. Mais on est là, on continue toujours à ramasser. On parle de gratuité aujourd'hui. On parle de 3 000 à 5 000 pour ceux qui bénéficient de 2 services par semaine, de 2 ramassages par semaine, et de 7 000 à 30 000 pour ceux qui, pour les ménages pour lesquels on fait 3 ramassages par semaine. Moi, ce qui m'a 30 000 francs, 7 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs. Comment ça va se passer? Comment ça va se faire? Comment on va prendre l'argent chez les concitoyens? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'à la fin du mois, un agent va passer dans les domiciles pour demander, bon, on vient de faire le ramassage un mois, maintenant, on va prendre l'argent chez vous? Je pense que la meilleure formule, la formule de prélever sur les factures d'électricité était la meilleure formule selon moi. Parce que là, vous savez, vous n'allez pas sentir, trop sentir. Maintenant qu'on détache cela des factures d'électricité et d'eau, sans pour autant nous dire qu'entre-temps, cela avait été fait ou cela n'avait pas été fait, aujourd'hui on demande encore que, en dehors de toutes les charges que on essaie de supporter, comment encore payer 30 000, 7 000, 5 000, 3 000 francs? Je pense que c'est un peu trop demandé. Parce que ce service, Wilfried Awassou, en temps des ONG, offrait ces services aux citoyens ou à ceux qui le souhaitent. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'on leur reprochait parce que même ces entreprises, ces ONG ne faisaient pas aussi bien le travail et les agents qui passaient de maison à maison pour ramasser, parfois eux-mêmes, quand ils ne sont pas payés, ils viennent, ils ramassent pas tout ou bien ils vous demandent si vous avez quelque chose, donnez-moi parce que ça fait depuis la fin du mois, j'attends mon patron qui me paye, il ne me pas payer. Vous voyez, avec l'arrivée de la SGDS, il faut reconnaître qu'un travail formidable de qualité est en train de faire. Il faut accompagner cette société, mais il faut que l'État essaie de revoir un peu les choses pour que les gens ne soient pas réticents pour vraiment s'abonner. Parce que, vous savez, si un ménage refuse de payer, et il ne paie pas parce qu'il doit payer directement, il ne paie pas ce mois-ci, il ne paie pas le mois prochain, peut-être que le service, il ne va plus bénéficier de ce service-là. Et des gens vont commencer par voir dans la nuit tardive, aller jeter ces ordures sur les voies. Vous allez voir des comportements bizarres. Alors, Josaphat Dabolino, le ramassage des ordures ménagères. Le service ne sera plus gratuit, il sera facturé désormais pour les Béninois qui se trouvent au niveau des villes dites du Grand Nokoué. Alors, vous avez écouté Maurice Guédenon. Quand on regarde le travail fait par cette société, est-ce que vous êtes satisfait en regardant les différentes villes qui font objet de ramasser des ordures? Est-ce que vous êtes satisfait? Cotonou, quand vous regardez Cotonou par rapport, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 5 ans, est-ce que vous avez eu le sentiment que quelque chose a changé en matière de salubrité?
Non, le sentiment de satisfaction, je crois que je vais réserver ce sentiment-là pour le chef de l'État et le directeur de la société de gestion des déchets solides ménagers, parce que là, ce sont les seuls à pouvoir en juger. Mais ce que je constate en tant que citoyen qui circule dans la ville de Cotonou, dans le Grand Nord-Coué en général, c'est qu'il y a un travail qui se fait. Et un jour, je discutais avec quelqu'un, je lui disais qu'en fait, quand on parle de talent fait bien, talent travaille, talent fait ceci et cela. Ceux qu'on devrait décorer, ce sont des gens qui balaient les routes, ce sont des gens qui ramassent nos ordures, ce sont des gens qui travaillent au quotidien, au moment où nous dormons, mais qui sont toujours en éveil. Moi, quand ça m'arrive de rentrer tard la nuit, je vois quand même des gens qui sont toujours en éveil, en train de travailler. Le lendemain, vous passez, vous voyez toujours peut-être la même équipe sur 2 km ou 3 km en train de travailler. C'est-à-dire, on sent que la GDS fait quelque chose dans le pays, c'est ça, hein? Bon, pas dans le pays, dans le Grand Nord-Coué, parce que le champ d'action aujourd'hui, c'est le Grand Nord-Coué. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Il faut véritablement encourager ces acteurs-là. Vous vous souvenez, je ne sais pas si on en a parlé sur cette émission, il y a 1 an et demi environ, j'avais produit un papier par rapport à leurs conditions. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas trop changé, parce que même si on a revu un peu le SMIC et que on les a rehaussés un peu au-delà de 55 ou 60 000. Mais c'est quand même un effort qui est fait, non? Un effort, mais je crois qu'en fait, ce qui mérite encore mieux, parce que ce sont eux, les artisans même de l'assainissement, de la belle vie que nous décrions, ou du moins ce que nous apprécions tous. Ça, c'est une parenthèse qui me paraissait quand même très importante. À part ça, il faut désormais payer. J'écoutais tout à l'heure mon cher Maurice qui parlait de la collecte de ses frais sur les factures d'électricité. Effectivement, il y avait eu cette annonce en 2021. On nous annonçait déjà qu'en 2022, en avril, si j'ai bonne mémoire, le directeur d'alors, c'était Lawson. Valérie Lawson, voilà, qui disait qu'en fait, à partir d'avril 2022, il doit avoir désormais l'augmentation des frais, des factures d'électricité et eau pour compenser le travail qui se fait au niveau de la société. Ça, nous n'avons pas eu d'autres communiqués nous signifiant qu'effectivement on a démarré à prélever ou on a ajouté les frais à nos factures d'électricité et eau. Mais nous avons constaté tout au moins qu'il y a une augmentation, ou du moins la diminution des kilowatts en matière d'achat pour les prépayés. Je ne sais pas comment ils calculent trop pour les postpayés, mais on a constaté que le prix d'électricité a au moins augmenté de quelques francs. Est-ce pour ça? J'ai écouté en son temps également l'ancien directeur de la société béninoise d'électricité qui parlait qu'il faut ajuster les prix au risque de tomber dans l'obscurité parce que le Nigeria qui fournissait n'arrivait plus, il faudrait payer certaines dettes et autres. Il y avait des arguments. Mais elle s'est dit que c'était pour la société de gestion des déchets. Elle s'est dit parce que on devrait compenser ou augmenter le nombre de mégawatts que le Bénin dispose. La question reste en suspens. Ça reste en suspens justement parce que nous sentons une opacité un peu dans la gestion des affaires de la République. Ce qui fait que des gens, ils font des annonces. Nous avons bien envie de comprendre parce que la question que Maurice a posée tout à l'heure, c'est une question légitime. Comment ça va se passer? Pourquoi on ne nous a pas expliqué? Si la gestion n'était pas aussi opaque en la matière sur ce sujet, je suis sûr que vous et moi allions déjà comprendre effectivement que... Oui, pour l'instant, ce n'est que communiqué. D'autres détails viendront certainement après. Oui, ça, je suis même pas encore sur le communiqué sur le paiement. Okay. Je parle même de la gestion quand nous annonçait déjà qu'on devrait prélever sur les factures. Maintenant, si on avait fait assez de communication, s'il y avait une reddition des comptes en la matière, je suis sûr que vous et moi, comme je le disais à l'instant, aurions déjà toutes les armes, en tout cas l'information autour, bien sûr, de ce sujet. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, nous invitons véritablement le porte-parole du gouvernement, peut-être les membres du gouvernement ou peut-être le directeur de la SGDS à véritablement nous éclairer sur le sujet. Maintenant, le communiqué qui dit que moi, en tant que citoyen, je dois payer minimum 3 000, ça part de 3 000 jusqu'à 30 000, je prends les deux bonnes. Bon, ça dépend. On dit souvent que le luxe a un prix. Si vous êtes dans votre salon douillet et que le monsieur qui prend... Donc il y a un prix à payer. Quand il vient, il a un prix à payer. Et il a bien fait, Maurice a bien fait d'ailleurs de rappeler que
des années en arrière, il y a des sociétés, des associations, des ONG qui géraient. Oui, effectivement, il y a des couacs. Effectivement, il y avait à dire, mais le travail se faisait et c'était à la charge des mairies. C'était décentralisé. Donc, du coup, les mairies avaient un regard sur ces ONG dans leur commune et le travail se faisait bien. On ne va pas aussi dire qu'aujourd'hui, SGDS est parfaite dans sa gestion, mais on sent qu'il y a l'amélioration. Toutefois, il y a aussi des couacs. Ce n'est pas forcément en son temps-là qu'on demande de donner-nous quelque chose. Moi, j'ai été victime plusieurs fois. Je ne veux pas dévoiler des secrets, mais quand même, j'ai été victime plusieurs fois. J'ai dû appeler aussi les responsables pour les signifier, parce que je déteste tout ce qui est les dessous là. Donc, aujourd'hui, vous payez. Le prix, le luxe a un prix. Donc, si éventuellement, il est décidé qu'on doit payer ces dizaines, ces milliers d'hommes et femmes qui travaillent au quotidien, qui salissent les mains, qui sont des éboueurs, qui font le travail qu'il faut, il faut quand même payer. Moi, je donne un exemple. Il y a 7 ans, c'est-à-dire en 2017-2018, si vous connaissez bien PK10, vous entrez après l'université Houlégué, ce n'est pas une publicité puisque l'école ne marche même plus d'ailleurs. Après l'université Houlégué, il y a un collecteur d'eau que le gouvernement a réalisé à partir de Carrefour Léon Bratier jusqu'au niveau de la mer pour collecter les eaux du quartier PK10 Marina. Je disais en 2017-2018, c'était presque une forêt dedans. C'était tellement, il y avait tellement de sable, il y avait tellement de herbes un peu partout. En tout cas, c'est extrêmement sale et herbeux. Donc, du coup, il a fallu la mise en place de la société pour qu'aujourd'hui, une fois par semaine, je vous dis, c'est collecteur, ce n'est pas caniveau, collecteur d'eau. Une fois par semaine, les agents de l'AGS passent toujours là pour nettoyer, pour balayer. Donc, ce sont des agents à saluer pour le travail qu'ils font au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné tous les détails par rapport à cet aspect-là. C'est pour dire qu'il y a un travail formidable qui se fait. Donc, si des gens font ce travail, normalement, ils doivent être payés. Donc, quand ils sont payés, il faut que l'argent quitte quelque part. Donc, qu'on paye pour cela, d'accord, mais qu'on nous explique d'abord en temps, est-ce que nos factures d'eau, nos factures d'électricité, encore que moi, je n'ai plus d'eau dans ma zone depuis quelques temps, avec Addis, mais j'ai toujours la facture d'entretien qui s'amasse là. Donc, il faudrait qu'on nous explique que, oui, effectivement, on avait annoncé... Vous voulez plus de communication? Oui. Ok, d'accord. Plus de clarté. Ok, Jacques Manassi, la facturation du service de ramassage des ordures ménagères, ça commence à partir de janvier 2025, le 1er janvier. Est-ce que ça vous dérange? Ça ne devrait déranger personne. Pourquoi? La vie est chère, hein? Oui, mais avant l'avènement de la SGDS, on payait. Et le travail, excusez-moi, j'ai toujours dit, pour ceux qui vivent dans la zone de Bégamé, Kadjeon et autres, j'ai toujours estimé que c'est médiocre ce que ces GIE faisaient à l'époque. Et même à la limite du chantage. Ils sont derrière plutôt les sous. Et dès qu'ils viennent à la fin du mois, ils viennent et que un ménage ou une maison n'a pas payé, le service n'est plus assuré immédiatement. Et ça fait qu'on assistait à une insalubrité terrible dans Cotonou et environ. Et ça, tout le monde le savait. Et pourtant, on payait. Et parfois même, vous payez les 2500 ou les 2000 pour certains. Les agents ne passent pas. Ils ne passent pas ramasser. Et ça, c'était évident. Il y avait tellement de plaintes autour. Et c'est d'ailleurs pour régler ce type de problème que la réforme est intervenue. Donc, vous avez salué cette réforme. Donc, moi, vous vous rappelez, dans ce même studio, il y avait Alain Tossounon, il y avait Romuald Lobo, il y avait... je crois Jacques Boca aussi, on a salué cela. Et à l'époque, on disait déjà, il va falloir trouver un mécanisme pour prélever le paiement, pour que les citoyens payent le service rendu. À l'époque déjà, on avait souhaité que ce ne soit pas gratuit indéfiniment. C'est vrai, certes, en 2021, on nous avait annoncé que sur les factures d'électricité et d'eau, on allait faire des prélèvements. Moi, j'ai
j'ai observé et j'ai douté un peu de la chose. Simplement, pourquoi? Oui, parce que quand on dit on va prélever sur les factures d'électricité et d'eau, le Bénin ne s'arrête pas au Grand Nokoué. Et je ne sais pas si la facturation de l'électricité et de l'eau dans le Grand Nokoué est différente de la facturation dans les autres villes du Bénin. Vous estimez que ça va être très difficile, c'est ça? Si cela se faisait même, c'est cautionner l'injustice. Parce qu'on aurait prélevé sur des gens pour des services dont ils ne bénéficient pas. Et on prélève. Vous voyez, c'est comme instaurer l'inéquité dans la société. Donc, et puis, c'est vrai, c'est quelques francs, quelques miettes sur le kilowattheure. Ça ne permet pas, l'augmentation auquel on a assisté, c'est quelques francs donc sur le kilowattheure, ce qui ne permet pas vraiment de couvrir les charges. Donc déjà, moi, je doutais fort. Je le dis comme ça, je n'affirme rien. Donc, mais je dis, je doutais fort. Mais ça n'a pas été fait en que son temps. Cela soit fait. Et donc, après réflexion, j'ai compris que si on décide, c'est deux choses. Soit si on décide de faire des prélèvements sur les factures d'électricité et d'eau, ça veut dire qu'on doit généraliser le travail, l'enlèvement systématique des ordures à tout le Bénin. Pour que tous ceux qui payent une facture d'électricité... Le service ne sera plus limité aux villes du Grand Nokoué. Voilà. Si c'était cette option qui était prise. Maintenant, visiblement, puisqu'on n'a pas vu sur les factures des détails concernant une certaine redevance d'enlèvement des ordures ou des déchets ménagers. Ce qui signifie que, même si on ne nous le disait pas, l'option a été abandonnée en son temps. L'option a été abandonnée. Aurait été abandonnée. Et on nous annonce qu'à partir du 1er janvier, il y aura prélèvement. Tout le monde passe à la caisse. Tous ceux qui sont dans les villes du Grand Nokoué. Voilà, le Grand Nokoué. J'ai été un peu curieux et j'ai vu même défiler, je ne sais pas d'où cela provient, où on parlait même de numérisation du prélèvement, où la facture sera adressée au propriétaire. Oui, au propriétaire. La facture sera adressée au propriétaire. Voilà, adressée au propriétaire. Et il fera l'option soit de payer annuellement, soit de payer mensuellement. Bon, je ne sais pas si cela provient d'une source officielle, mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, bon, c'est déjà une amélioration. Au moins, il y aura une certaine transparence. On sait que on paye réellement pour un service. Maintenant, si les gens trouvent que cette option-là ne sera pas très commode, il y a peut-être d'autres options où on facture et on met sur les taxes ou impôts sur les immeubles, on peut ajouter et signifier clairement que le service d'enlèvement des ordures est facturé à tel montant. Certes, ça peut aussi créer d'autres polémiques comme quoi on a augmenté de façon disproportionnée les impôts État sur le foncier, consort. Je pense que ceux qui ont fait cette option ou ont fait l'annonce ont dû, pendant un long moment, réfléchir à quelle option prendre pour que les gens ne sentent pas qu'on est en train de créer ou on est en train d'augmenter les taxes. Et l'expérience que nous avons connue avec la SGDS, les enlèvements, il a dit, Dabolino l'a si bien témoigné que Cotonou est plus propre. Avant, il y a des quartiers, vous ne pouvez pas circuler. À cause de l'insalubrité. À cause de l'insalubrité. Aujourd'hui, non. Vous voyez, même, s'il vous plaît, longez les rails. Avant, il y avait de la brosse partout. Aujourd'hui, vous passez là, tout le temps, c'est sacré. Il y a des gens qui sont assignés à des tâches spécifiques. Le nettoyage est systématique. Parce que quand on passe au contrôle et qu'on se rend compte que le travail n'est pas fait, vous êtes sanctionné. Avant, les ONG ne faisaient pas des trucs comme ça. Au contraire, quand ils font mal leur travail et que vous vous plaignez, ils vous naguent. Ils vous disent, allez vous plaindre à qui vous voulez. Tout le monde se plaignait d'eux.
Quand on leur a retiré, c'est en ce moment ils se sont rendus compte. Ils ont fait le lit à ce qui leur est arrivé. Ils ne se sont pas rendus compte. Et donc, je pense que je salue d'abord cette volonté de transparence de dire désormais, vous allez payer le service et cela coûte tel montant. Et voici maintenant, on peut chercher à faire de lobbying pour que là où ça paraît un peu plus élevé, on essaie de rabaisser un peu. On pourrait, mais ça, c'est un autre volet. Mais on doit payer ce service parce que l'assainissement a un coût. L'assainissement a un coût. La propreté a un coût. Et nous devons supporter cela. Parce que si nous ne le supportons pas aujourd'hui sur les enlèvements des déchets ménagers, nous allons le supporter à la pharmacie ou dans les hôpitaux. Ah oui. Maurice Guédénon, est-ce que là, c'est pas une nouvelle culture à inculquer aux Béninois? Parce que là, il le dit, hein, oui, la qualité a un coût. Oui, l'hygiène a un coût. L'hygiène a un coût, la qualité a un coût. Nous sommes tous d'accord et nous sommes tous dans ce studio d'avis qu'on doit payer pour ce ramassage-là. Mais Wilfried Awassou, tout à l'heure, quelque chose m'a paru un peu, je n'arrive pas à comprendre. Et quand on dit que peut-être les propriétaires, on va adresser à la fin la facture aux propriétaires. Wilfried Awassou, on sait comment ça se fait dans notre pays. Hein. Vous êtes des locataires. Vous payez peut-être le propriétaire défini les 3 000 francs ou les 5 000 francs. Comment chaque chambre ou bien va payer pour qu'à la fin du mois, ça fasse les 5 000 francs, les 3 000 francs. Mais vous payez, ils bouffent. Mais il est arrivé que des ordures sont entassées devant des maisons. Parce que peut-être lui, il a d'autres problèmes, même des factures. Vous voulez dire que la gestion des ordures ménagères était un fonds de commerce? Je vous assure, il faut pour certains propriétaires qui collectaient l'argent auprès des locataires, mais qui ne reversaient pas cet argent. Oui, mais Wilfried Awassou, qui ne reversait pas. Donc, vous avez la crainte, vous avez une crainte par rapport à cela. Maintenant. Oui, bien sûr. Raison pour laquelle j'ai dit, mais il est important que l'État trouve un mécanisme aussi fluide et simple de prélever. Parce que si on va mettre ça à la charge, on dit peut-être annuellement ou mensuellement des propriétaires, je vous assure que vous allez voir des maisons, alors que les locataires qui ont régulièrement payé, des ordures entassées et avec des odeurs pas possibles devant des maisons. Vous allez voir, ça ne va pas arrêter. Parce que moi, je sais de quoi je parle. J'ai loué dans une maison, toujours dans cette Abomey-Calavi. Mais Wilfried Awassou, on payait, je sais combien on payait pour ça, malgré que le service était gratuit. Mais on nous disait que oui, on va payer, oui, tout est calculé. Mais je vous assure que parfois, vous voyez des ordures entassées là pendant des jours. Donc quand on va dire que c'est les propriétaires qui vont voir à quel moment, s'il faut payer mensuellement, il y en a, ils vont bouffer l'argent et puis ils vont laisser les ordures là. Josaphat. Bon, du coup, ça me fait un peu rire la démonstration de Maurice. Non, pourquoi vous voulez voir toujours le côté négatif de ces propriétaires? Voyez un peu le côté positif de la chose. Leur bonne foi quand même. Non, je crois qu'en fait, le travail se fera. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous estimez que Maurice n'a pas à s'inquiéter? Non, mais je dis... Mais ce qu'il dit est quand même pertinent. Oui, mais tout à fait pertinent. Il y a des brebis galeuses, on ne peut quand même pas s'en passer, on ne peut pas se le refuser. Il faut regarder ça en face. Non, le gouvernement trouvera le mécanisme nécessaire. La formule nécessaire. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous payez les services publics là, de main à main? Il n'y a plus ça. Peu importe le service que vous payez aujourd'hui, c'est en ligne. Donc, moi, je ne vois pas comment... Vous payez en ligne, vous avez la facture en même temps qu'il vient dans votre boîte mail. Et puis, vous êtes quitte. Le service est fait. Et c'est fini. Tout le monde se débat. Moi, j'étais parti à la visite technique. Ils ne savaient même pas qu'il fallait prendre rendez-vous. Donc, je suis arrivé, ils m'ont retourné. Allez prendre rendez-vous. J'ai pris rendez-vous, je pensais que c'est seulement rendez-vous. Non. Mais on me demande de payer en ligne. Donc, il faut saluer, mais c'est Adou Konou. Hein. Parce que quand il disait en son temps que ça va se faire, la révolution viendra, mais beaucoup n'ont pas cru. Oui, mais attendez, c'est formidable. Parce que vous l'avez... j'ai glissé sur ce terrain, je voudrais faire juste ce petit... Donc, j'ai fait le rendez-vous. On me demande de payer en ligne. J'ai payé en ligne. J'ai pris les papyrus là, je les ai retirés, imprimés. J'arrive, je pensais que oui, puisqu'on a dit rendez-vous là, il y aura du monde. J'arrive, il n'y a pas de monde. Vous venez à votre heure.
Si c'est 10 heures, vous venez à 10 heures. Et c'est tellement free, vous passez seulement... Vous n'êtes même pas en contact avec les agents que pour leur remettre le papier, et eux, ils vous remettent le papier aussi. Même le reçu, vous arrivez d'abord à la maison, après validation, et vous recevez le reçu dans votre boîte, c'est-à-dire le certificat de visite technique. En tout cas, ça, c'est bien. Moi, je voudrais dire... Vous trouvez que la dématérialisation est une bonne chose? C'est pour ça que je dis, on va payer. Ne vous inquiétez pas, le paiement sera fait. Et pour ceux-là qui laissent les ordures, moi, je crois que le Bénin a fait l'essentiel. Parce que nous avons la brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution, qu'ils appellent la BPLP. Mais qui travaillent. On ne va pas les voir seulement ramasser les enceintes au niveau des buvettes, mais il y a quand même le travail qui va se faire. Donc, si ils arrivent à des moments donnés, ils trouvent des ordures devant, ils peuvent interpeller parce qu'on parle de la pollution, on parle de l'assainissement. Je crois que le travail, ce n'est pas seulement pour un seul service. C'est collectivement, tous les services y compris, avec bien sûr cette brigade-là qui peut quand même aussi faire un travail à ce niveau, interpeller des gens. Mais pourquoi vous n'avez pas payé 3 000 pour qu'on vienne ramasser vos ordures? Parce que là... Ça, c'est le minimum. Hein. Oui, les ordures, oui, le minimum. Le massif, c'est 30 000. Mais parce que quand vous laissez les ordures là, ce n'est pas vous seul que ça gêne, tout en créant d'autres maladies, mais les passants, d'autres personnes aussi, qui ont déjà payé dans leur maison, mais qui veulent passer par ici, ça les gêne aussi. Donc ce n'est pas vous seul dans la République. Je crois que le travail va se faire. Bon, à voir. Mais ça, c'est une nouvelle culture. Oui, mais parce qu'il y a des gens, ils vous diront, ils ne trouveront jamais l'argent pour payer. Mais ce n'est pas comme si c'est la première fois des gens doivent payer pour les ordures en Wilfried. On l'a dit tout à l'heure. Ils vous diront que c'est une nouvelle charge, une nouvelle dépense. Hein. Ils vous diront ça. Oui, tout à fait. Mais quand vous quittez votre maison... C'est tellement certains seront en train de dire, mais ces journalistes-là, ils sont en train de... C'est l'idéal, c'est qu'ils disent là. Est-ce qu'ils vivent au Bénin? Non, oui, écoutez, il y a des soucis. Peut-être on a du mal à s'en sortir et on essaie tous de survivre parce qu'on n'arrive pas à vivre la vie. Est-ce que c'est pas une nouvelle culture? C'est une nouvelle culture inculquée aux Béninois pour dire que la qualité, l'hygiène a un coût. Maintenant, l'expérience de 3 ans, ça nous a donné quoi en tant que citoyens? Quand ils ont ramassé gratuitement pendant 3 ans, est-ce qu'on a apprécié? Est-ce qu'on a aimé? Maintenant, si on a aimé, poursuivons l'œuvre. Si c'est possible de poursuivre. Moi, je ne suis pas partisan, par exemple, de ces ragots ou de ces commérages, de ces spéculations. La société a décidé que des gens commencent à payer. Ça, c'est un fait. Maintenant, si vous pouvez payer, payez. Si vous ne pouvez pas payer, vous avez une solution pour vos ordures, alors trouvez la solution. Quelle solution? N'empêchez pas. Il y a quelle solution? Il n'y en a pas. Hein. Ils vont déverser ces ordures-là sur la voie publique, oui. Ce qui n'est pas bien. Oui, Jacques. Oui, Wilfried Abrasso. Je crois que les Béninois vont payer. Ne soyez pas aussi pédantoire. Hein. Non. Bon, même si je ne suis pas contre l'idée. Je le dis parce que j'ai fait une petite expérience la dernière fois. Vous savez, on n'a pas l'habitude de payer les impôts comme ça, sur nos prestations et autres. Et à un moment donné, l'État a trouvé la formule où on fait retenue à la source de l'AIB et tout. Mais aujourd'hui, avant même de produire votre facture, on vous exige de payer l'AIB d'abord. Ça veut dire quoi? Si ces propriétaires ne payent pas à un moment donné, ils vont vouloir solliciter des services. On va leur dire, vous devez tel montant pour tel service. Allez payer avant de revenir pour ce service. Moi, j'ai vu des choses qui ont évolué avec la numérisation où simplement à partir de votre IFU, on sait combien vous devez à l'État. On sait ainsi de suite. Et à un moment donné, on vous oblige à aller payer d'abord. À un moment donné, les gens vont prendre le pli et systématiquement, pour ne pas payer beaucoup, pour ne pas payer des taxes et des surtaxes et autres, ils seront obligés systématiquement d'aller payer soit annuellement, soit mensuellement. C'est vrai, au début, bon, ça va flotter. Il y aura quelques réticences. Avec le temps, ça va prendre. Parce que même si vous êtes réticent, mais il faut beaucoup communiquer. Même si vous êtes réticent. Il faut expliquer aux gens. Oui, mais c'est comme un peu l'impôt sur le foncier. On n'avait pas l'habitude de payer. Mais aujourd'hui, là, si vous cessez de payer pendant 10 ans, on ne vous dit rien. Mais un beau jour, on vous dit, ben, vous ne pouvez pas faire telle opération. Il faut aller payer d'abord les 10 ans d'arriéré d'impôt. Et comme ça, on commence à se tourner. Mais puisqu'on est contraint, on est obligé d'aller payer.
Maurice, Donc, voilà être citoyen, ça passe également par ça. Hein? Ah oui, il faut d'avoir Mais il faut quand même il faut communiquer. Il faut sensibiliser les citoyens. Oui, c'est ça, il faut sensibiliser parce que si les gens comprennent le bien fondé, la pertinence, la mesure, ils vont payer sans problème, sans souci. Et je pense quand même que ils vont commencer par programmer cela dans leur budget. Il faut d'avoir sous. Ces années, bien sûr. Nous produisons des déchets. Et nous savons tous que ces déchets ne restent pas devant notre domicile, que des gens viennent chaque fois chercher et que ces personnes-là ont aussi des familles à nourrir. Ils ont besoin de l'argent pour continuer à exister. Donc, ceux qui viennent chercher, débarrasser notre environnement des déchets, de tout ce qui rend insalubre notre environnement, il faut qu'on paie ces personnes-là, il faut qu'on paie ceux-là aussi. Je pense quand même que sans problème, on devrait payer. Qu'est-ce fait même de nos déchets? S'il y a une usine de transformation, comme c'est le cas au Togo par exemple, où des jeunes avec le start-up transforment les déchets en rien ne se fait, tout est transformé. Je pense quand même qu'au niveau de comment valoriser les déchets. Oui, je pense qu'au niveau de la HCDS, ils ont des services de tri. Et ils ont des tri et puis s'il y a des déchets qu'on peut valoriser, je ne parle pas, je mets quand même dans des explications parce que par moment ils viennent faire des émissions, ils font des tri et puis des déchets, certains déchets sont valorisés. S'il y en a qu'il faut véritablement jeter, on les jette, mais s'il y en a qu'il faut valoriser, je pense qu'ils ont des services qui s'occupent de ces déchets. On ne devrait rien jeter. Je connais un jeune aussi qui utilise les déchets là pour faire des charbons de bois. Il utilise les déchets, il les transforme avec son mécanisme et du coup vous avez du charbon pour préparer. Donc ça sert à préparer. Bon, finalement ça devient cendre, donc on ne peut plus l'utiliser. Donc il faut aller vers la valorisation des déchets pour que nous puissions gagner beaucoup d'argent. Parce qu'ailleurs, ça apporte beaucoup de devises pour les pays. Ça produit même de l'électricité. Ah oui, ah oui. Les déchets, qu'on le veuille ou non, apportent des valeurs ajoutées parce que ça se transforme. Même les biodégradables peuvent être transformés en engrais. Les plastiques. Non, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout se transforme. Il suffit d'organiser le service de tri. Et si possible, si déjà, depuis les ménages, le tri pouvait se faire, si on pouvait mettre en place des mécanismes comme dans d'autres pays, où c'est déjà depuis les ménages que les tris se font, ça ira très vite. Et parfois même, on demande aux gens, on dit, si c'est des plastiques, on vient collecter vos plastiques contre un franc symbolique. Les gens, c'est une façon d'encourager même le citoyen lui-même. Oui, voilà, cela motive les gens à faire le tri eux-mêmes. Et ça permet, ça facilite. Et dans ce cas, rien n'est gratuit. Hein? Rien n'est gratuit. L'État gagne, les sociétés gagnent, les citoyens également gagnent, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Ok. Merci à vous, chers confrères. On va passer à un autre sujet. Des patients qui sont retenus ou gardés prisonniers dans des hôpitaux publics pour non-paiement des frais de consultation ou d'hospitalisation. Ces scènes sont récurrentes de plus en plus. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre au sérieux ce problème-là? Maurice Guédinon. Oui, tout ça montre comment nous ne donnons pas nous ne priorisons pas la santé. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est l'argent. Vous voyez, même quand on amène des accidentés dans nos hôpitaux, ce qui intéresse, si vous venez sans 1 franc, parfois on vous laisse d'abord là. Où sont ses parents? Où sont ses parents? Ils sont où? Il est venu avec qui? C'est ça, on commence par chercher d'abord, et non l'accidenté ou bien celui qu'on a amené. Vous voyez, ça pose un véritable problème. Je pense que des situations du genre, ça a été relevé aussi, c'était en 2022, je pense bien, et le gouvernement a dû dépêcher 3 ministres, c'était au CNHU, où le ministre des Finances, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, ils ont fait un tour là-bas pour apurer, pour payer et libérer les patients. Libérer les patients, c'était à la veille de la fête, c'était un 31 décembre, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est tellement grave de retenir des gens parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est dommage. Le samedi dernier, je n'étais pas en émission, mais j'étais quelque part. Un grand homme, il est français, il disait que il a eu un accident vasculaire cérébral, AVC. Mais quand on l'a amené à l'hôpital, le Free d'Awassou, il a fait le témoignage.
On ne lui a pas posé de questions d'abord. C'est après. Donc on l'a d'abord pris en charge. En charge. On lui a administré tous les soins possibles. Et c'est après qu'on lui adresse maintenant la facture pour dire tout ce qu'on... Mais d'abord, on a sauvé la vie à ce monsieur. C'est ce qui nous manque. Je pense quand même que le service de Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, que l'État est en train de mettre en œuvre, je pense qu'on doit accélérer sur ce chantier-là. Parce que la santé, on ne le souhaite pas. On tombe malade. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, mais ils ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils pensent à ce qu'ils vont dépenser. Oui, Wilfried Amassou, si tu vas là-bas et après, tu deviens prisonnier, mais est-ce que tu vas souhaiter accepter à vivre? C'est ça qui est dommage. On retient des femmes, on retient des bébés dans des centres de santé, dans des hôpitaux, simplement parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent pour payer les frais. Avec l'assurance maladie, ça va aider à beaucoup de choses. Oui, hein. ça va aider à beaucoup de choses. La raison pour laquelle je dis qu'il faut accélérer sur ce chantier-là. Les gens sont malades, ils sont dans les maisons. C'est pas bien. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Non, c'est parce que... Ils se disent ceci, ils vont à l'hôpital, on va me demander les frais de consultation, on me dira d'aller payer, ils restent à mais ils meurent. C'est tout comme si les hôpitaux aussi sont devenus des entreprises qui doivent gagner. Ou des entreprises de commerce où on fait le commerce. Mais quand vous interrogez un peu, ils ont dit non, parce que nous-mêmes, il y a des choses à faire. Et on ne nous a pas. Si vous libérez quelqu'un qui doit, après, on va vous retenir parce que peut-être il y a des conditions pour libérer ces personnes. Je pense que l'État doit, parce que notre Constitution, en son article 8, je pense bien, dit que la vie humaine est sacrée et nous devons protéger la vie humaine. Si nous devons protéger la vie humaine et que quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, on arrive à le soigner, il a peut-être géré les frais d'hospitalisation ou bien il a géré jusqu'à un moment donné. Ou bien il n'a rien. Il n'a rien. C'est parce qu'il n'a rien. Il n'a pas un copec. C'est parce qu'il n'a pas un rond qu'il ne va pas venir à l'hôpital. Non. Cher ami Jacques Manassé, la situation mérite qu'on s'y attarde, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les moyens, mais ils sont malades. Ils se présentent une situation qui mérite quand même qu'on leur apporte une assistance médicale. Je sais que parfois il y a... Non, c'est même pas parfois, il y a des fonds pour les indigents dans les hôpitaux. Hein. Mais ces fonds-là... Si on vous explique le mécanisme... La procédure La procédure oh là là Frida Rassou. Oui. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Et est-ce que vous vous rappelez de l'article bébé prisonnier en 2007-2008. Les bébés prisonniers. Les bébés prisonniers. C'était un article produit par Figil Wissou, qui a même gagné un prix en Afrique du Sud, qui était produit sur Lomel. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Après son article, moi-même, je suis passé à Lomel. Et j'ai produit aussi. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le fait qu'on garde prisonniers des patients. Des patients. Et ça va au-delà, comme je l'ai dit, on a parlé de bébés prisonniers. Mais ça va au-delà. Et c'est dans tous les départements. C'est dans tous les centres de santé. Ça commence déjà à partir des centres de santé. Et je me demande si nos gouvernants, les différents qui se succèdent depuis des lustres, et le même problème se pose, ont su poser les bonnes questions. À la réflexion, vous voyez, les hôpitaux sont gérés par un ministère de la Santé. Les services des affaires sociales et autres, gérés par un autre ministère. On dit les indigents. La situation des indigents. Oui, géré par un autre ministère. Même le projet H, tout ça là, est géré par... Et ça pose un problème de synergie d'action entre les différents services. Les centres de santé ou les hôpitaux n'ont pas un lien direct avec les services des affaires sociales. Donc, il faut d'abord que le patient sache qu'il faut se référer d'abord à ces services et qu'il faut aller vers eux, faire la demande. Eux aussi, ils vont faire tout ce qu'ils ont comme procédure
Et puis, parfois même, ils te disent, mais, donc, pendant ce temps, on vous force. Le malade peut mourir. Hein. Le malade peut mourir. Et puis, bon, il y a tellement de procédures. Or, si, excusez-moi, je vais dire une bêtise. Vous voyez ce qui se fait à la GDIZ? Si on peut capitaliser cela et ramener ça au niveau des hôpitaux et des centres de santé, je vous jure que on va régler beaucoup de problèmes. Ça veut dire quoi? Le service des affaires sociales, projet H, service de santé. Dès qu'on rentre dans un hôpital, centre de santé, si on peut retrouver tous ces services dans un même bureau, je crois que il y a beaucoup de problèmes qu'on peut gérer. Maintenant, c'est inhumain qu'un être comme soi soit en agonie et qu'on dise parce qu'il n'y a pas l'argent. On ne peut pas le soigner. Je ne peux pas le soigner. On ne le touche même pas. Pourtant, on a prêté serment pour sauver des vies. Et on est dans une république où ça dure depuis des décennies. Et il n'y a aucun gouvernement pour s'y pencher sérieusement. Quand on a dit projet H, je me suis dit, bon, ça va améliorer un peu ce phénomène-là et tout. Mais encore que là, on dit, il faut quand même que la personne soit vraiment nécessiteuse. Sur quelle base? Et qui sont les personnes qui sont appelées à identifier les vrais indigents? Ça pose un autre problème. Je crois que il y a peut-être... Il y a des gens qui meurent pour 100 francs de paracétamol. Hein. Oui, parce qu'ils n'en ont pas. Et il y a encore des gens qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. Parce que si je vais là-bas, si je n'ai pas l'argent, on ne va même pas me soigner. Pourquoi je vais y aller si je n'ai pas les moyens? Donc, normalement, on doit mettre en place un mécanisme. Je crois que cette affaire-là, il faut que le gouvernement ou l'État repense la chose autrement. Moi, j'aurais même souhaité que le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales soient mis ensemble pour une cohésion dans l'action, pour plus de bonheur pour la société. César Fat Dabolino, que savez-vous de ce phénomène des bébés, des patients prisonniers, des gens qui sont retenus prisonniers dans des hôpitaux publics ou dans des centres de santé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu honorer les frais de consultation ou les frais d'hospitalisation? Oui, Fred, tout comme tout citoyen, j'en sais beaucoup. Mais c'est déplorable, non? En tant que journaliste également, pour avoir travaillé... N'oubliez pas qu'il a dit que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Un peu de regard, un peu d'attention pour les autres qui souffrent quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je voudrais, avant de me prononcer sur le sujet, apporter quelques clarifications, pas pour répondre autrement à mes deux confrères, mais apporter une clarification. D'abord, le sujet est beaucoup plus sur des gens, des patients qui ont déjà reçu les traitements, qui sont guéris, déclarés guéris par le médecin traitant, mais qui sont toujours gardés parce qu'ils n'ont pas payé les frais d'hospitalisation et autres. Donc, ce n'est pas des gens qui ont fait d'accidents, qui sont venus à l'hôpital, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas la rapidité, l'hospitalité et autres. Donc, ça, je voudrais qu'on clarifie ça. Ça, c'est un autre volet, plus ou moins important également, qu'on peut toutefois aborder. Mais je crois ici, on parle des factures impayées. Donc, des gens qui ont déjà bénéficié de soins de santé, mais qui sont dans l'incapacité de payer les factures. Il faut préciser qu'ils sont déclarés guéris par le médecin traitant. Ok. C'est-à-dire, le médecin traitant dit, maintenant, vous êtes guéri, vous pouvez quitter l'hôpital. Mais avant de quitter, il faut payer. Mais lui, il dit ça, mais c'est pas lui qui encaisse, mais il donne un avis médical. Ce patient est à même de rentrer chez lui, parce qu'il est guéri. Maintenant, ça reste l'autre service financier. Donc, vous passez à la caisse, vous payez, vous sortez. Mais c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Donc, je crois que le sujet est à ce niveau. L'autre clarification, c'est que les services sociaux sont dans tous les centres de santé, dans tous les hôpitaux également. En tout cas, même chez moi à Dion, quand vous allez au centre de santé, même d'Adion, je ne parle pas de l'hôpital de zone, même de Codé ou d'Akbadanou, c'est que vous allez dans un centre de santé, il y a le service social qui est toujours là. C'est dans tous les centres. En tout cas, moi, j'ai la preuve parce que j'ai échangé avec les responsables qui vont assurer
que tous les services sont dans tous les centres de santé. Et j'ai également vérifié, et c'est vrai, je voudrais apporter... Et ça fonctionne correctement? Ça fonctionne. Bon, correctement là, c'est discutable. C'est une autre paire de manches. Voilà. Je voudrais également signifier ou clarifier que les ministres travaillent ensemble, parce que du moment où les services sociaux sont déjà dans les centres là, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales, ils travaillent conjointement pour que le travail, pour faciliter la tâche à ces patients-là. Bon, le souhait de Manasseh, c'est de voir les deux ministères ensemble, c'est-à-dire les deux en un, pour véritablement faire le travail. C'est encore possible, même encore que là, si on a un seul ministère qui va s'occuper de la santé et de l'affaire sociale, on aura des directions quand même qui vont, une direction pour l'affaire sociale, une direction pour l'autre. Donc c'est toujours discutable également à ce niveau. Maintenant, par rapport à ce phénomène, c'est récurrent. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour un média local sur le sujet qui a demandé à ce qu'on travaille sur le sujet, m'a sollicité, donc je remercie ce média-là pour cet appel. Et j'ai eu la chance de côtoyer les responsables au niveau du CNHU, au niveau du CHU OMEL, au niveau des hôpitaux des zones, qui m'ont confié, qui m'ont fait certaines confidences. Effectivement, il y a des gens qui sont retenus. Ils sont retenus pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé. Mais pourquoi ils n'ont pas payé? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous ne payez pas. Donc, vous restez là. Contrairement à ce que disait mon cher Maurice tout à l'heure, les hôpitaux, ils sont pas des entreprises de commerce, mais ils doivent fonctionner. Il y a l'électricité. Quand vous êtes parti là, vous êtes couché sur un lit, on a allumé un brasseur, le service a été fait, le médecin qui est venu travailler doit manger avec sa famille, l'aide-soignant, l'infirmier, en tout cas tout le personnel quand même, il doit avoir des fonctionnements. Et à l'OMEL, par exemple, un des responsables m'a confié qu'en fait, effectivement, les dépenses qui se font, rien, par exemple, en matière d'achat d'oxygène. On laisse les autres intrants. En matière d'oxygène, c'est des dizaines de millions qui sont toujours en attente, des factures d'urgence qui sont toujours en attente. Donc, il faut payer ça. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas payé. L'hôpital doit faire face à un certain nombre de charges. Il y a des intrants à payer, il y a le personnel entretenu, il y a la maison entretenue. Vous entrez dans l'hôpital et que c'est sale. Vous allez dire, qui sont ceux-là qui travaillent ici? Donc, il y a aussi ça. Maintenant, le problème, c'est que la Constitution dit, à son article 25, qu'on ne doit pas que l'État garantit le libre accès à aller et venir des gens. Moi, j'ai été choqué de constater dans le travail qu'il y a des gens qui sont retenus peut-être pour 20 000, pour 15 000. C'est vrai, on va dire, mais c'est peu. Mais pour ces personnes-là, c'est énorme. Il y a une dame à qui on a donné un nom d'emprunt et que j'utilise encore ici, à qui on a dit Christelle, mais ça c'est pas vrai, c'est un nom d'emprunt dans le travail, mais qui a été retenue après avoir accouché parce que son mari n'arrivait plus à payer. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de payer, mais ils n'ont pas les moyens. Parce que d'abord, ils sont squatteurs, ils squattent quelque part. Donc, secondo, le mari est agent de sécurité privée, donc dans un domicile privé. C'est un vigile. C'est un vigile qui gagne moins du SMIC. Bon, encore que là, il faut attaquer, mais ça, c'est un autre volet. La dame également qui fait ses petits commerces, peut-être aller vendre des savons, des détergents ou de vendre de l'eau, piata, mais qui n'arrive pas. Mais habituellement, ils disent que les 2 premiers enfants là, ils ont eu la chance de les faire à la maison avant d'aller à l'hôpital et qu'un sage-femme a pris soin d'eux. Mais cette fois-ci, il y a des complications, ils se sont retrouvés à OMEL. Maintenant, on a fini les soins, la dame est bien portante, le bébé également. Bon, le monsieur n'a plus les moyens pour payer les 45 000 qu'on a donné comme facture. Il n'a qu'à cesser de faire des enfants. Hein. Bon, non, ça, pour le deux gestes, on comprend, mais il n'a qu'à cesser. Ça, c'est d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi il va faire ça. C'est un choix personnel. Il faut garder les zizi. J'ai dit n'importe quoi. Non, mais c'est quelqu'un qui va dire également, mais si vous n'avez pas l'argent, ne laissez pas votre homme, votre troisième pied se lever. Non, mais non, cela dit, est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, de plus en plus, des hommes, des femmes prennent conscience qu'il ne faut pas mettre au monde des enfants. Bon, comme je l'ai dit, fabriquer d'enfants n'importe comment. Ah, aujourd'hui, avec la vie qui est chère. Hein. Non, mais, bon, ok, là, il y a aussi le traitement est fait et les gens n'ont plus de moyens.
Moi, je voudrais saluer les gens de bonne volonté qui travaillent quotidiennement pour ça, parce qu'il y a même des associations caritatives qui sont venues en aide tant au niveau de l'OMEL qu'au niveau du CNHU et dans des centres, dans les hôpitaux des zones. Qui pour libérer ces patients prisonniers. Pour payer la facture de ces gens-là. Bon, le mot prisonnier est un peu trop lourd pour moi. Mais on vous garde parce que vous n'avez pas payé une facture, c'est comme si vous j'aurais aviez aimé quand même un mot un peu plus léger, comme retenu. Ok. Donc, ils arrivent à payer. Mais le phénomène, on m'a dit, tant au CNHU qu'à OMEL, que même si on paie aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes personnes qui reviennent demain. C'est là le drame. Ok. Donc, c'est un autre lot qui vient. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui... un autre lot de personnes indigentes. Oui, de personnes indigentes qui vient, malheureusement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a aidé INS aujourd'hui, on a payé sa facture, que demain, c'est le même INS là qui sera encore là. Non. Donc, c'est peut-être Y, c'est un autre lot qui vient. C'est là un peu le drame. Et j'ai rencontré dans le cadre de ce travail-là une des dames qui avait fait des actions en ce genre, mais qui a laissé... Des actions humanitaires? Des actions humanitaires pour aller payer des factures. Elle a dépensé des millions pour faire sortir des patients, mais qui a laissé? Je lui ai posé la question. Pourquoi vous avez laissé? Tout à fait. C'est une question légitime qui vient immédiatement. Elle dit aujourd'hui, elle préfère prendre les millions-là pour investir dans des couches au niveau, pour des activités génératives de revenus, pour des personnes ciblées, pour qu'à la fin, ces personnes ne se retrouvent plus à l'hôpital avec des factures impayées. Que ces personnes soient en mesure de payer leurs factures une fois à l'hôpital. Donc, c'est mieux que d'aller à l'hôpital payer leurs factures de rentrée. Et quand vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, quand vous n'avez pas de sens de l'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une association qui avait aidé des gens en payant leurs factures, mais en disant, mais aujourd'hui, on a payé votre facture. Pour éviter que vous veniez encore la prochaine fois et être incapable de payer vos factures, nous vous donnons des fonds de commerce, entreprenez. Mais un an après, ça s'est passé en 2023, mais un an après, il y a certains qui ont gardé, par le suivi là, ils ont constaté qu'il y a certains qui ont gardé à travailler, à faire grandir même le capital, mais par contre, d'autres ont chuté parce qu'ils n'ont pas l'esprit entrepreneurial. Et on s'interroge maintenant, mais que fait le gouvernement? Parce qu'on va parler des associations et autres, mais le gouvernement fait beaucoup. Quand on a interrogé le directeur de l'Agence nationale de la protection sociale, qui est une agence qui s'occupe de l'AH, assurance maladie et autres là, et d'autres volets. Mais le problème est plus consistant, c'est à ce niveau. Parce que le travail qui se fait, le gouvernement paie des services, fait des factures, comme les services sociaux qui sont dans les hôpitaux. Mais ça se fait. Il n'y a pas assez de formalités, en tout cas pour ce qu'on m'a raconté, pour l'expérience que j'ai vécue. Il n'y a pas assez de formalités. Si on identifie que vous êtes vraiment une personne indigente et que vous avez bénéficié des soins, et aujourd'hui, on voit que vraiment vous êtes dans l'incapacité de payer, le service automatiquement constitue les papiers et on vous libère, le temps même de finaliser les papiers. Donc, quand le service... Donc, il y a un fonds pour ces gens-là. Il y a un fonds. Et c'est l'ANPS qui s'en occupe, l'Agence nationale de protection sociale. C'est l'ANPS. Le budget est à près de 10 milliards de francs CFA pour l'année 2024, en tout cas pour ce que nous avons appris. Donc, il n'y a pas que des gens ne soient pas pris en compte. Ça se fait. Et chaque semaine, le point est fait. Mais malheureusement, ils sont face à un problème. Parce qu'il faut s'identifier d'abord. Il faudrait que vous soyez dans la base de données de la ANPS en tant que personne indigente. Et c'est là, moi, je voudrais interpeller le gouvernement et toutes les autorités en la matière. Parce que on considère que des gens peut-être qui sont à Adjon dans mon village, ou des gens qui sont à Tchoumi ou je ne sais pas, ce sont des gens qui sont indigents. On a cette idée. Mais à Cotonou ici, même là où à Bouki, quand vous émettez là. Mais il y a des gens qui sont indigents. Il y a des gens qui peinent à manger par jour, qui ne peuvent pas payer une plaquette de paracétamol. Et du coup, ils préfèrent prendre les herbes préparées et autres là. Donc quand ces personnes-là, par malchance, se retrouvent dans les hôpitaux, où on leur adresse une facture de 12 000, 15 000, 30 000, mais ils sont d'office incapables de payer. Mais malheureusement, on ne les a pas considérés parce qu'on estime que Cotonou, ça fait bon vivre, Cotonou, tout le monde est bien. Donc, ils ne sont plus dans la base de données. Du coup, la NPS ou les services sociaux au niveau de ces centres-là ne pourront pas faire grand-chose. Malheureusement, ça.
Et c'est là, je dis, il faut véritablement faire le travail pour que même les citoyens puissent véritablement avoir. Et il faut dire, le service de santé est très cher au Bénin. Se soigner au Bénin est cher. Se soigner au Bénin est cher. Ça, c'est clair, c'est évident. C'est d'ailleurs pour ça non, que peut-être avec l'assurance maladie qui deviendra obligatoire pour tous les résidents au Bénin. Et là, ça va s'améliorer. Parce que là, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont malades, mais qui restent à la maison, tout simplement parce qu'ils se disent, mais arrivé à l'hôpital, on va me dire de payer. Oui, mais et ils restent à la maison et ils meurent. Le projet H, là, c'est sur 2 volets. Le directeur me signifiait qu'en fait, moi-même, je ne le savais pas en tant que journaliste, mais c'est sur 2 volets. Le premier volet, c'est que le H pour des gens indigents, des personnes indigentes. Oui, il y en a qui ne vont pas payer. Voilà, à qui on fait le service est gratuit, du début jusqu'à la fin. On a même parlé des artisans. Hein. Le gouvernement prend ça en charge. Certains artisans. Oui, c'est une catégorie d'artisans. C'est le deuxième volet, ça. Okay. Le second volet, le recensement est en cours. En tout cas, les experts sont déjà sur place. Le recensement est en cours. Ça va démarrer en 2025, je crois bien, si je me réfère à mes notes. Il y a des artisans qui sont en formation à ce sujet. Donc, le second volet, c'est qu'il y a des artisans, vous qui travaillez, nous qui travaillons, on prend, et il y a un pourcentage qu'on doit payer. Mais là, c'est que vous êtes enregistré, vous avez une assurance maladie. Mais je voudrais qu'on s'inspire un peu de ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on a l'habitude de dire, oui, les grandes démocraties, quand on veut parler de la politique, les acteurs disent, les grandes démocraties font ceci, font cela. Maintenant, volet social, pensons également à ces grands pays-là. Nous avons par exemple le cas de Obamacare, qui est quand même un programme formidable. On peut ne pas implémenter intégralement cette formule au Bénin, mais trouver le mécanisme adapté à nos réalités pour que le citoyen, comme le disait tout à l'heure Maurice, quand on se rend à l'hôpital, que les soins, du premier soin jusqu'au dernier soin, soient d'abord faits et à moindre coût, pour qu'à la fin, avec tout le service, on puisse dire, oui, effectivement, vous avez séjourné peut-être 3 jours ici, on a fait des soins intensifs, des soins ceci, mais vous n'avez qu'à payer peut-être 10% de tout ce qu'on vous a servi, et que l'État prend en chèque à 20%. Bon, j'ai dit ça, Manassé a écaquillé un peu les yeux. C'est quelque chose qui est quand même possible. Je n'ai pas écaquillé les yeux. Ça se fait. Ceux qui bénéficient d'assurance... C'est 80% pour l'instant. Pour les assurances au Bénin. C'est quelque chose. C'est quelque chose. 80%, c'est quelque chose. Toi, tu payes 20%. Oui, c'est quelque chose. Et les assurances supportent. Ouais, mais est-ce que c'est pas... c'est les compagnies d'assurance. Je dis, est-ce qu'il ne faut pas souhaiter que l'assurance obligatoire soit une réalité? Mais ce que je dis, Manassé, vous allez parler, s'il vous plaît. Ce que je dis, ce sont les assureurs privés qui garantissent ça. Les compagnies d'assurance qui sont des privés quand même. Ce que je dis, c'est au niveau de l'État. Que l'État ait ce mécanisme, au-delà de ce qui se fait déjà au niveau de la NPS, que l'État renforce le travail pour que tout citoyen puisse avoir cette assurance-là, peut-être à 90 ou 95%. Le reste, l'État prend tout en charge. C'est possible ailleurs, c'est possible au Bénin. Merci. Jacques Manassé, vivement, beaucoup souhaitent aujourd'hui qu'il y ait l'assurance maladie qui soit instaurée afin que des citoyens aillent se faire soigner. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont malades. Ils sont malades, mais ils restent à la maison. Ouais, l'assurance maladie, quand on dit... D'abord, comme le disait Dabolino, il va falloir trouver une formule... Un mécanisme. Qui soit adapté à nos réalités. Parce que si ce n'est pas adapté à nos réalités, ça va poser un autre problème. Et le gros souci, en réalité, je l'ai dit indirectement précédemment, où je disais, comment est-ce qu'on identifie les personnes indigentes? À quel moment? Qui est appelé à les identifier? Et à quel moment on les identifie? Parce que il y en a, ils sont capables de payer, de commencer par payer, ils payent jusqu'à un niveau donné, et c'est après, ils n'ont plus les moyens pour payer. Mais il y en a, dès le départ, ils ne sont pas capables de payer. Vous voyez? Donc, l'assurance, comme il le dit, l'assurance, même s'il faut supporter les 10%, il faut avoir les 10% d'abord. Si la personne n'a pas les 10%. Ailleurs, comme Dabolino l'a dit, il faut, si on veut s'inspirer des grandes démocraties, il faut aussi s'inspirer de ce qui se fait aussi très bien là-bas.
où le chômeur a droit à des indemnités. Maintenant, si on doit accorder... Le chômeur doit vivre. Si on doit accorder ces indemnités aux chômeurs au Bénin, Qui va payer? Qui va payer le supporter? prix? Parce qu'il faut quand même prélever sur d'autres pour donner à d'autres, pour rééquilibrer les choses. Non, mais la population active prend toujours en charge la population inactive. Et c'est pour cela que je dis, est-ce que nous sommes toujours prêts à payer les impôts et taxes? Si tout le monde paye normalement les impôts et taxes, encore qu'au Bénin, ce n'est pas beaucoup, en France ou ailleurs, vous payez jusqu'à 45% ou même plus de vos revenus comme impôts et taxes. Donc, on ne veut pas payer. Même le peu qu'on nous demande, on refuse, on commence par se plaindre. Et dans ces conditions-là, l'État va trouver les moyens pour s'occuper des indigents. Ou des chômeurs, éventuellement, si on doit le faire. Moi, je mets même les chômeurs dans les indigents. Et quand vous prenez la façon dont l'Arche a identifié, vous vous demandez comment est-ce qu'on a pu identifier les personnes indigentes au Bénin. Ou, en plein, je l'ai dit ici la fois passée, le Bénin profond, c'est à côté, ce n'est pas loin, c'est pas dans les villages. Merci. Parfois, ceux qui sont dans les villages vivent mieux que ceux qui sont à Cotonou. Merci, Jacques. Donc, ce dont on parle, c'est d'abord les outils ou les instruments mis en place pour identifier les personnes indigentes. Et c'est pour cela que je dis, pour mieux cerner le problème, il faut que là où les services qui font face réellement à la réalité, on retrouve les autres là. Même si, vous savez, si vous n'êtes pas du même ministère, la synergie est toujours... Puisque chaque ministère a sa politique et a ses stratégies. Or, lorsque on met tout le monde ensemble, tous les services ensemble, on définit une même politique, une même stratégie, c'est plus fluide. Et c'est plus facile d'implémenter les choses. Donc, il faut vraiment jumeler ministère de la Santé et Affaires sociales. La preuve, Affaires sociales est mis ensemble avec Fonction publique aujourd'hui. Et je me rappelle que dans ce pays, il y avait eu ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Ce n'est pas nouveau ce qu'on demande. On ne va rien inventer. Merci à vous. Comme par le passé, il y a eu ministère de l'Éducation nationale qui avait regroupé tous les trois ordres. Donc, ce que l'on demande n'est pas aussi compliqué que cela. C'est juste une question de vision, une question d'objectif qu'on veut s'assigner. Merci à vous, chers confrères. Nous sommes sur Cap FM, sur l'émission Regard. Est-il possible que des militants, est-il possible, je dis bien, est-il possible que des militants de partis politiques cotisent pour la tenue de meetings au Bénin? Est-ce que les gens sont prêts à le faire? C'est vrai que tout à l'heure on parlait de sacrifices que chacun doit consentir. Chacun doit comprendre que nul n'est heureux tout seul. Mais est-ce qu'il est possible qu'un jour au Bénin, des militants de partis politiques puissent cotiser pour des tenues de meeting, pour la tenue de meeting? Ça s'est passé, la recette est en expérimentation au Sénégal. Cher ami Dabolino. Merci, Wilfried. Est-il possible? Oui. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que la preuve... Là, on va oublier le financement des partis politiques par l'État, c'est ça? Non, mais ça, c'est un autre volet. La preuve, déjà aujourd'hui, au sein des formations politiques, les militants commencent pas à cotiser. De vrais. Pas... De vrais militants? Non, je dis de vraiment cotiser. C'est pas de vrais militants. Okay. Ça, c'est encore discutable parce que ce sont les mêmes militants qu'on retrouve sur INS, qu'on retrouve sur Y. Après, ça, c'est l'effet de la foule. Ça, c'est un autre volet. Mais j'ai appris que déjà dans des formations politiques, les gens commençaient par vraiment cotiser pour faire fonctionner le parti. Vous savez, en temps, c'est le chef de parti ou c'est peut-être le bureau qui sort l'argent. Et les autres en profitent, naturellement. Donc, du coup, quand il fait tout ça, il fait toutes ces dépenses, il se dit qu'il faudrait qu'il soit positionné politiquement. Donc, il impose sa volonté. Voilà, celui qui sort l'argent impose forcément sa volonté. Ah ben, la règle dit la main qui donne, c'est la main qui commande. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on sent tout au moins ce petit changement-là, déjà au niveau des formations politiques. Maintenant, si déjà on implémente cette cotisation au niveau des militants
pour le fonctionnement des partis, on peut aller jusqu'au meeting. Mais on peut ne pas dire forcément, oui, on a un meeting à faire aujourd'hui à Semekboji. Les militants de parti Inks cotisaient pour louer badge, pour louer chaise. Non, on peut ne pas dire ça. Mais déjà, si la cotisation au sein du parti est déjà bien faite, le parti prélève juste une partie pour dire c'est dans vos cotisations, on a pris pour aller organiser le meeting qui s'est tenu à Semekboji. C'est pour ça qu'il dit c'est possible. Donc, tout est une question d'organisation, d'après vous. Tout est une question d'organisation, de vision, comme vous l'avez dit à l'instant. Et dans ces pays dits de grande démocratie, ce sont les militants qui cotisent, même pour réaliser les flyers, pour réaliser les posters, pour réaliser les affiches et tous les t-shirts. C'est-à-dire pour communiquer. Pour communiquer même. Parce que la communication a un coût. Je suis en train de suivre jusqu'à présent, d'ailleurs, l'élection américaine qui est en cours. C'est quelque chose que je suis de près. Je suis allé sur les différentes pages de ces deux candidats en lice, en tout cas en vue, pour voir comment se fait le fonctionnement, le militantisme. J'ai trouvé un onglet où on me demande de souscrire pour aider tel candidat. C'est sur la page de ces deux candidats. Par curiosité, j'ai cliqué. J'ai suivi un peu le processus jusqu'à un moment donné où il faudrait que je valide avec ma carte bancaire. Mais j'ai stoppé. J'ai fait tant pour Kamala Harris, tant pour Donald Trump. Et vous savez, quand j'ai stoppé les deux là, je reçois constamment des mails chaque instant me rappelant que vous avez initié, cotisé, vous n'avez pas encore abouti. Est-ce que vous voulez laisser votre candidat sans les moyens? On dirait qu'ils se sont entendus, mais c'est des messages, même messages, mais différents contenus, écrits de différentes manières. C'est pour dire que même 1 franc que vous donnez, voilà. Et il y a l'autre aspect. Pour la cotisation, ils ont commencé par $1. $1, $10, $20, $100, autres. Donc, ce qui veut dire que même si vous donnez $1, c'est-à-dire 1 franc, vous contribuez déjà. Mais imaginez qu'en fait, que les militants, par exemple, d'un parti politique au Bénin, où nous avons 3 grandes parties, en tout cas, en vue, que les militants du BL, du Bloc républicain, on leur décide de payer peut-être 5 francs pour participer à la campagne de leur candidat, et que tout le monde paie 100 francs, ce n'est pas tuant, même si vous êtes indigent, même si on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez trouver 5 francs. Donc vous mettez 5 francs, imaginez le nombre. Encore que des gens vont se lever pour dire, moi je vais à 100, moi je vais à 200, 1 million et autres. Donc c'est comme ça que le fonctionnement se fait. Donc c'est possible. Et trouver le mécanisme d'organisation, et de trouver le mécanisme pour que quand le militant veut payer là, qu'on ne paie pas pour détourner, qu'on ne peut pas pour faire autre chose. Donc il faut la transparence. Qu'on soit sûr que ça soit dans il faut rassurer le militant. Dans la caisse du parti, et qu'on fasse une reddition des comptes pour dire, vous suivez la campagne. Les deux candidats déclarent toujours, même malgré la fortune de Donald Trump, ils déclarent toujours les fonds qui sont collectés pour la campagne. Et nous avons utilisé tel montant pour tel meeting dans telle zone ou dans tel état. Dans la transparence à tous les niveaux. La transparence. Et comme ça, ça rassure le citoyen. Le Béninois sera rassuré pour payer. Maurice Guédénon, la transparence à tous les niveaux. Hein. Oui, Wilfried rassure la transparence. Mais vous savez, c'est pourquoi ça sera difficile. Même si mon frère Josaphat Dabolino a dit que dans certains partis, ça se fait déjà. Ça sera difficile parce que, vous savez, nous ne portons pas au pouvoir les partis politiques. Nous ne les évaluons pas. À un meeting, s'il y a un meeting, c'est qu'on amène des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, la foule. Et à la fin, ils attendent qu'à la fin, avoir quelque chose. Mais quand c'est comme ça, et il n'y a pas vraiment... Les gars vont dans ces partis politiques, pourquoi? Il n'y a pas de conviction. Non, il n'y a pas de conviction. Quelle est l'idéologie de ces partis politiques? Vous trouvez un parti IS qui a une idéologie totalement radicale à un autre parti, mais qu'à un moment donné, ces deux partis à se mettre ensemble. Vous allez demander à quel militant de cotiser pour quel leader? Mais la question est là. À quel leader? Qui vous fait le point après des dépenses effectuées? Quelle transparence, Wilfried Awassou? Avec quel parti? Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, qui sont les acteurs politiques que nous voyons? Ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Erekou. Maurice, doit-on continuer ainsi? Non,
on peut pas continuer. Alors, envisageons l'autre côté de la chose. Je suis d'accord, mais je dis, Wilfried Awassou, de 90 à nos jours, qui sont ceux que nous voyons? Ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Kérékou, sont venus vilipender Kérékou pour travailler avec Yahi. Et dire la même chose en 2014, 15, 16, pour se retrouver avec Patrice Talon. Mais c'est ceux-là que vous allez cotiser pour dire on va porter un leader. Vous avez parlé de Kamala Harris. Mais moi, je suis allé, j'ai vu des gens, plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards de dollars collectés pour accompagner la candidature de la dame. Et c'est encore une culture. Hein. C'est ça. Cotiser, c'est une culture. Oui, mais c'est ça. Mais je vous assure, on peut arriver s'il y a vraiment la transparence, si on vraiment met les militants au cœur du débat politique. Jacques Manassé. D'abord, il faut interroger notre culture sociale de la politique. Est-ce que le Béninois milite vraiment? Qui le Béninois a toujours porté au pouvoir? Est-ce un parti politique ou est-ce des individus? Toute la question se trouve là. Et demander à des gens qui, lorsque vous leur demandez de venir se faire former gratuitement, ils exigent encore que vous leur donnez quelque chose en retour. Vous voulez leur demander de venir payer pour les sensibiliser. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est un autre niveau. Hein. Nous ne sommes pas là du tout. Pas. Le parti politique qui va initier ça là au Bénin va faire fiasco. Ne nous leurrons pas. On a cotisé pour un candidat ici au Bénin qui est devenu président. Il y a ceux qui... On a cotisé ici, non? Oui, je suis d'accord, mais s'il te plaît, il faut me laisser avancer. Il y a ceux qui ont cotisé et nous savons à quel niveau ils étaient impliqués. Donc, ne venez pas comparer les comparables. Donc, vous voulez dire que la cotisation n'est pas dans la culture du Béninois. Ce n'est pas dans la culture du Béninois. Et le Béninois n'est pas militant. Et je crois que la réforme du système partisan vise à instaurer une culture politique au Bénin. Où on dit désormais, ce n'est plus des individus que nous allons porter à la tête de nos États, mais que ce soit des partis politiques. Okay. Je crois que ça doit... Si on ne comprend pas la chose de cette façon, on aura du mal. Il faut que les partis défendent vraiment les citoyens. Parce que quand vous ne voyez pas les partis politiques défendre votre cause, ça sera difficile de cotiser. Parce qu'on a dit tout à l'heure que nous portons au pouvoir des individus. Mais s'il faut porter des partis, il faut que les partis défendent vraiment la cause des citoyens. Mais ça ne se fait pas. Mais un parti à qui vous exigez de l'argent pour les élire, vous voulez quel contrat avec ces gens-là? Merci, vous voulez qu'ils vous défendent comment? Merci, cher confrère. Merci. Il y a un autre problème. Le débat va se poursuivre. Merci à vous, Jacques Manassé Koutchime Yedafou. Merci à Maurice Guédino. Merci à Josaphat Dabolino. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission samedi 2 novembre 2024. Stop est fait pour cette émission. Regarde.